Je m'appelle Élodie Marchand et pendant la plus grande partie de ma vie, ceux qui auraient dû m'aimer ont tout fait pour m'effacer. Au mariage de mon frère, mon nom n'a pas été prononcé une seule fois, ni sur le plan de table, ni dans les toasts, ni même lorsque j'ai franchi la porte de la salle. Mais ce qu'ils ignoraient, ce que personne, dans cette salle, ne pouvait imaginer, c'est que je portais un titre. Celui-là même qui aurait fait taire chaque sourire narquois et bouleversé cette soirée de fond en comble. Ce n'est pas seulement une réunion de famille, c'est une histoire de vengeance, écrite en acier, en silence et en un salut parfaitement calculé. Je suis arrivée en avance, comme toujours. C'est une habitude impossible à perdre lorsqu'on vous a appris à bouger avant le signal. Le manoir avait tout du style classique des propriétés franciliennes, colonnes blanches, haies taillées au cordeau, pelouse impeccable. Le genre d'endroit dont mes parents aimaient se vanter, mais jamais avec moi. Je suis entrée dans le hall vêtue d'une simple robe cocktail couleur asphalte mouillé, talons bas, cheveux attachés. J'avais l'air ordinaire, civil. C'était précisément le but. Personne ne me reconnut. Ma tante Mireille passa près de moi avec ce sourire crispé qu'elle réservait aux inconnus. « Tu es sans doute la cousine de Nicolas, non ?» J'ai hoché la tête. Qu'elle devine. Sur la liste des invités, mon nom n'apparaissait pas. Seulement un +1 à côté d'un parent éloigné. Je me suis installée près des portes de la cuisine, d'où les serveurs surgissaient comme des fantômes. Je suis restée assise en silence, la serviette pliée soigneusement sur mes genoux, observant au loin les verres de champagne qui tintaient. Puis, les toasts ont commencé. Mon père se leva, le dos droit, le costume impeccable, comme toujours. « Nicolas a toujours été notre fierté », déclara-t-il, sa voix résonnant dans toute la salle. « Il est courageux, loyal, un véritable meneur. C'est le fils dont tout père rêve. » Il ne tourna même pas les yeux vers moi. Pas plus que ma mère. Éclatante à ses côtés, hochant la tête comme une femme qui n'avait jamais eu de second enfant. Ils n'ont pas prononcé mon nom. Pas une seule fois. Pas même à voix basse. Comme si je n'avais jamais existé. Et peut-être que, dans leur version de l'histoire, c'était effectivement le cas. Peut-être avais-je disparu le jour où j'avais choisi une autre route. Pas celle des perles et des actes de mariage, mais celle des Rangers, du camouflage et de la ténacité d'acier. Mais il y avait une chose qu'ils ignoraient. Ils avaient dressé la scène pour glorifier leur enfant préféré, et par accident, ils m'avaient là placé au centre. Car avant la fin de cette soirée, quelqu'un, dans cette salle, prononcerait mon nom, fort, clair, et aussitôt retentirait un salut qui ferait se retourner chacun. Pas par politesse, mais par respect du grade. Je ne me souviens pas du jour exact où j'ai cessé d'essayer d'impressionner mon père. Mais je me rappelle parfaitement l'instant où j'ai cessé d'espérer qu'il me voie enfin. J'avais 17 ans. La veille de mon départ pour l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, la maison embaumait le cèdre et le cognac, comme toujours. Ma mère avait préparé un dîner discret, du poulet rôti, son plat préféré. Nicolas était déjà enfermé dans sa chambre, à jouer ou à écrire à une énième petite amie. Et moi, j'étais assise à table, vêtue d'habits soigneusement repassés. J'avais amélioré mon temps au 1000 de 10 secondes, appris par cœur toutes les règles du livret d'accueil. J'avais tout fait comme il fallait, tout dans les règles. Mais lorsque j'annonçai à mon père que j'avais reçu ma lettre d'admission, il ne me félicita pas. Il ne se leva pas. Il n'eut même pas l'air surpris. Il fit tourner l'ambre de son verre et dit sèchement : « C'est une décision politique. On accepte plus de filles maintenant. Ne va pas nous couvrir de honte. » Je l'ai fixé, comme si ces mots venaient de me gifler. Peut-être que j'aurais même préféré qu'il me gifle. Au moins, cela aurait été honnête. Puis, comme si le sujet l'ennuyait déjà, il ajouta : « Tu n'es pas faite pour ça. Tu t'entends bien avec les gens ? Peut-être en logistique ? Mais les combats ? Élodie, tu plies ton linge comme si c'était un rituel. Tu pleures quand un oiseau percute la fenêtre. » Cette phrase resta plantée en moi des années durant.
J'avais pleuré ce jour-là parce que l'oiseau était vivant et parce que personne d'autre dans cette maison n'avait pleuré. Parfois, je me demande combien d'enfants ont des pères comme le mien, des hommes persuadés de nous protéger, mais qui, en réalité, ne faisaient que nous enfermer. Ce soir-là, après le dîner, je suis restée seule sur la véranda. Sans au revoir, sans photo souvenir, sans main sur mon épaule. Seulement un bonne chance, lancé paresseusement depuis l'embrasure de la porte. J'ai noué moi-même les lacets de mes bottes, fermé seul mon sac. Je suis montée dans un taxi et j'ai regardé la maison rapetissée derrière la vitre embuée. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. S'il voulait que je lui prouve qu'il s'était trompé, je le prouverais. Mais pas pour lui. Pas pour qu'il m'applaudisse à la remise de diplôme ou qu'il accroche une photo en uniforme. Parce que moi, je savais qui j'étais. Même si eux ne le savaient pas. Et peut-être ne le sauraient jamais. Et lorsque j'obtiendrai enfin mon grade, je ne leur annoncerai rien. Je laisserai le monde le dire à ma place. Saint-Cyr était plus glacial que je ne l'avais imaginé. Et il ne s'agissait pas seulement du climat, même si le vent transperçait toutes mes couches de vêtements. Il faisait froid à cause du silence, de la pression, de la solitude. Parfois, j'étais assise au bord de ma paillasse, bottes crottées, chaussettes trempées, et je pensais, et si mon père avait raison? Et si je n'avais rien à faire ici? Et si toutes ces formations, ces exercices, cet épuisement allaient me briser? Mais je n'ai pas cédé, parce que je ne me battais pas seulement pour survivre à Saint-Cyr. Je survivais en tant que celle qu'ils avaient tenté d'éteindre en moi depuis des années. La première année fut la plus dure. J'ai appris à courir avec des ampoules, à avaler du sang après une chute, à continuer quand mes jambes pesaient une tonne. J'ai appris à garder le visage impassible quand un officier hurlait à 1 centimètre de moi. J'ai appris à ne pas tressaillir. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce ne furent pas les entraînements. Ce furent les lettres, ou plutôt leur absence. Les autres cadets recevaient des cartes, des colis, des petits mots de chez eux. Moi, rien. Pas même un « nous sommes fiers de toi », pas même une blague idiote de Nicolas. Juste le silence. Un jour, ma mère m'envoya une carte d'anniversaire, en retard. L'enveloppe avait déjà été ouverte. À l'intérieur, quelques mots. « J'espère que tu vas bien. Ton père te salue. » Et c'est tout. Aucun mot d'amour. Aucun « nous croisons les doigts pour toi ». Pas même une photo. Simple rappel. Tu es seule. Je me suis reconstruite à partir de rien. J'ai gravi chaque échelon disponible, étudié plus dur, m'entraîné plus longtemps. Quand on m'a proposé une mission à l'étranger, j'ai accepté. Quand les nuits devenaient impitoyables, je ne bronchais pas. Et quelque part en chemin, quelque chose a changé. J'ai cessé de vouloir l'approbation de mon père. Cessé d'imaginer qu'un jour il me serrerait la main en disant « Tu as prouvé que je me trompais ». Parce que je savais, il ne le dirait jamais. Les gens comme lui ne changent pas. C'est toi qui changes. À 30 ans, je conduisais déjà mon premier groupe à travers un territoire ennemi et je l'ai ramené entier. À 32, je dirigeais une opération qui permit de sauver 43 soldats pris au piège derrière une ligne qui s'effondrait. Sans soutien, sans aviation, rien que l'instinct, la ténacité. Et une voix qui ne tremblait pas lorsque je donnais des ordres. C'est alors que l'armée m'appela pour la première fois, colonel Marchand. Mais mes parents continuaient de me qualifier de difficile. Ils ne demandaient pas ce que je faisais. Ils ne voulaient pas savoir. Ils étaient trop occupés à raconter aux voisins la nouvelle voiture de Nicolas. Et moi, je me taisais, parce que je gardais ma voix. Pour le moment où ils seraient obligés de m'entendre. La salle de réception était exactement le genre d'endroit dont mes parents raffolent. Marbre blanc au sol, lustre étincelant de cristal. Un orchestre jouant Aznavour comme s'il était payé à la note. Tout. Élégant. Impeccable. Onéreux. Et malgré tout, je me sentais à ma place nulle part. Quand je suis entrée, ma mère m'a offert ce sourire tendu qu'elle réservait toujours aux gens qu'elle n'avait aucune envie de voir. « Tu es venue, dit-elle,
son regard glissant déjà par-dessus mon épaule. « Évite de mettre tes Rangers de l'armée, d'accord ?» Je n'ai pas répondu. Je lui ai simplement tendu un petit coffret bien emballé pour Nicolas, et j'ai poursuivi mon chemin. Pas d'embrassade, pas de « tu es ravissante ». Juste un coup d'œil rapide à ma robe grise et un soupir. Encore ça? Je me suis assise tout au fond, à la table 9, près des portes de la cuisine. Tous les invités importants étaient devant. Amis de la famille, collègues de Nicolas, voisins qui, enfants, m'appelaient Hélène. Je n'étais même pas dans le livret. Puis le diaporama a commencé. Des photos de Nicolas qui grandit, sa remise de diplôme, des vidéos potages de fac. Je regardais en silence. Même lorsqu'on m'aperçut, à 12 ans, l'aidant à grimper au grand arbre du jardin. Ce moment avait été supprimé. La vidéo coupée juste avant mon entrée dans le cadre. Je n'ai rien dit. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que c'était fini. J'avais terminé. Terminé d'espérer qu'ils me remarquent. Terminé d'attendre d'eux un moment qui ne viendrait jamais. La musique changea. Le maître de cérémonie s'avança vers le micro, un petit enveloppe à la main. D'abord perplexe, il s'éclaircit la gorge puis sourit. « Mesdames et messieurs, avant le prochain toast, nous avons une brève cérémonie en l'honneur d'une personne exceptionnelle présente ce soir. » Une tension palpable tomba sur la salle. Les conversations s'éteignirent. La voix du maître de cérémonie devint plus officielle. Cet invité reçoit aujourd'hui une reconnaissance tardive pour son courage et son leadership lors de l'opération Dague d'Acier. Elle a dirigé une mission qui a sauvé 43 soldats sous le feu. Ce soir, l'armée souhaite qu'elle reçoive la place qui lui revient. Les serveurs s'immobilisèrent. Le violoniste resta figé, l'archet suspendu. Je sentais mon pouls battre sous le col de ma robe. Puis il prononça « Colonel Élodie Marchand, veuillez vous lever. » Chaque tête se tourna. Chaque verre resta en suspens dans l'air. Et pour la première fois de ma vie, mon nom ne sonna pas comme une note de bas de page. Il roula comme un coup de tonnerre. Une demi-seconde, personne ne bougea. Puis, le crissement d'une chaise repoussée. Puis, une autre. Et de nouveau, le silence. Pas un silence poli, ni approbateur. Un silence stupéfait. Celui où l'on ne sait pas ce qu'on vient d'entendre. Un silence comme après un soupir dont personne n'a trouvé l'inspiration. Je me suis levée lentement, lissant ma jupe. Mes talons tintaient sur le marbre quand j'ai avancé vers le centre. Quelque part dans la foule, un souffle discret. Quelqu'un fit tomber une fourchette. Je sentais les regards s'enfoncer en moi. Certains clignaient des yeux. D'autres ne détournaient pas le leur. D'autres encore, comme mon père, ne relevaient même pas la tête. Des officiers en uniforme s'approchèrent du groupe. À leur tête, le capitaine Bernard, l'un de mes anciens subordonnés, désormais en tenue stricte, sérieux, concentré. Il s'arrêta à quelques pas de moi, claqua les talons et me salua net. « Colonel Marchand, c'est un honneur. » Puis, l'un après l'autre, les officiers derrière lui saluèrent aussi. Pas parce qu'on le leur avait ordonné, mais parce qu'ils savaient qui j'étais. Et désormais, toute la salle le savait. Le capitaine Bernard se tourna vers le public. Sa voix était calme, mais elle sonnait comme un ordre. Cette cérémonie aurait dû avoir lieu il y a 3 semaines, mais le colonel Marchand a refusé une remise officielle. Elle ne voulait pas d'attention. Mais le ministère des Armées a insisté. Nous avons donc apporté la cérémonie ici. Il glissa la main dans sa poche intérieure et sortit un petit écrin noir. L'ouvrit d'un déclic sec. À l'intérieur brillait la médaille de la valeur militaire, avec attribution d'une étoile d'argent. De nouveaux soupirs. Quelqu'un eut un petit rire nerveux, de ceux qui n'ont pas eu le temps de feindre ne pas être choqués. « Pour son courage sous le feu », dit le capitaine Bernard en épinglant la décoration juste au-dessus de mon cœur, et pour le sauvetage de 43 vies sous l'attaque ennemie. Toute la cérémonie dura moins de 2 minutes, mais l'après s'étira longuement.
La foule restait encore hébétée lorsque le capitaine Bernard fit un pas en arrière. Je me tournai vers la salle, balayant les visages du regard. Le mascara de ma mère avait filé sous ses yeux. Elle broyait sa serviette entre ses mains comme si elle s'apprêtait à la déchirer en deux. Mon père, enfin, me regarda. Mais pas comme il regardait Nicolas. Il me regardait comme un homme qui verrait une inconnue monter sur scène lors de sa propre fête de départ à la retraite, comme quelqu'un qui comprenait, trop tard, qu'il avait misé sur le mauvais enfant. Il se leva, s'éclaircit la gorge, fit quelques pas vers moi. Je ne bougeais pas. Il s'arrêta au milieu de la salle, ouvrit la bouche, peut-être pour dire « Je suis fier de toi » ou « Je me suis trompé ». Mais il ne dit rien. Parce que, qu'aurait-il pu dire? La salle avait déjà tout dit pour lui. Je fis un signe au capitaine Bernard. Il me salua de nouveau, pivota et mena ses hommes par le même chemin qu'à l'entrée. Leurs pas résonnaient à l'unisson, chaque contact au sol, comme un point final, comme une porte qui se referme. Je me suis rassise, à la table 9, près de la cuisine, à la même place. Mais cette fois, plus personne ne pouvait prétendre que je n'existais pas. La musique reprit, mais sonna autrement, hésitante, comme si les violons eux-mêmes ne savaient ni plus quelle place leur revenait dans cette salle. Les gens tentèrent de reprendre leur conversation. Les verres tintèrent. Quelqu'un, près du buffet de dessert, eut un rire forcé. Mais l'atmosphère avait changé, comme si une vitre s'était brisée et que désormais chacun avançait avec précaution, feignant de n'avoir rien entendu. Je restais assise en silence à ma table près de la cuisine, la médaille reposant sur ma poitrine. Comme une vérité qu'on ne peut plus couper au montage. Personne ne vint vers moi. Pas encore. Mais on ne regardait plus à travers moi. On me voyait. Et pour certains, c'était visiblement inconfortable. Le premier à s'approcher fut Nicolas. Toujours en smoking, les joues légèrement rosies par un verre de trop. Il esquissa un sourire de travers. « Colonel, sérieusement ?» marmonna-t-il en s'asseyant à côté de moi. « Comment diable as-tu pu cacher ça ?» Je le fixai d'un regard qui disait « Tu n'as simplement jamais posé la question. » Il se renversa sur sa chaise, passa la main dans ses cheveux. Mince, Hello, c'était... Enfin, 43 personnes? Je n'avais pas besoin de son admiration, mais je ne le détestais pas pour autant de l'éprouver. Nous sommes restés quelques minutes sans parler. Côte à côte, 2 adultes, frères et sœurs, qui s'étaient éloignés au point d'oublier comment respirer le même air sans tension. Puis il demanda, plus bas, « Maman et papa savaient ?» Je secouai la tête. Ils n'ont jamais demandé. Plus tard, je sortis prendre l'air. Le jardin baignait dans une lumière dorée. Les ombres traçaient de longues bandes sur les haies taillées. Mes talons claquaient doucement sur les dalles de pierre, tandis que je gagnais la terrasse du fond, loin du bruit de la fête. Et soudain je l'entendis. Mon père. Voix égale, étouffée, toujours avide de tout contrôler, même quand il n'y a que 3 personnes dans la pièce. « Elle aurait pu nous le dire », disait-il à quelqu'un. « Sans doute ma mère. Nous n'étions pas contre. Simplement, nous ne pensions pas qu'elle irait si loin. » Je me figeais, hors de leur champ de vision. Ils ne pensaient pas que j'irais si loin? Comme si j'étais un projet parvenu au sommet par accident. Comme si traverser l'enfer et mériter chaque galon relevait de la chance. Et à cet instant, j'ai compris. Pas comme une gifle, comme une vérité calme, irrévocable. Il ne regrettait rien. Pas vraiment. Il était simplement stupéfait. Et vous savez, cela m'a fait moins mal que je ne l'aurais cru. Parce qu'à un moment donné, je n'avais plus eu besoin qu'il soit fier de moi. J'avais déjà dépassé la version de moi qui attendait cela. Je suis partie sans dire au revoir. J'ai glissé par la petite porte du jardin pendant qu'on coupait le gâteau. Pas de drame, pas de discours, seulement le son de mes propres pas, assuré, libre. Sur le trajet du retour vers Paris, la médaille reposait, soigneusement, dans la poche de mon manteau. Je jetai un coup d'œil au rétroviseur.
Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'ai pas vu, dans mon reflet, une fille qui n'était jamais assez. J'ai vu une femme qui ne tremble pas. J'ai vu une femme qui a tenu bon. Non pas malgré sa famille, mais grâce au silence qu'ils ont laissé derrière eux.